Éminence, Excellence, Madame l'ambassadrice, Mesdames, Messieurs, je vous remercie chaleureusement de votre présence. C'est un plaisir et un honneur pour le Journal La Croix que de contribuer à cet échange. Nous avons un peu moins d'une heure et demie, il nous faudra évidemment un peu plus pour évoquer toutes les dimensions des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège au cours du siècle écoulé. Nous l'avons déjà fait avec son éminence le cardinal Parolin et le Premier ministre, depuis ce 28 mai 1921 qui marque le rétablissement d'une relation interrompue pendant 17 ans. Nous avons fait le choix de nous arrêter sur quelques points saillants de cette histoire, ce qui va nous permettre de faire ressortir les spécificités de cette relation, eu égard notamment à l'articulation particulière du politique et du religieux en République française. Ça va nous permettre aussi de souligner le rôle majeur des relations interpersonnelles dans cette relation entre la France et le Saint-Siège. Je vais laisser la parole sans tarder à nos invités. Bonjour, révérend Père Bernard Ardurat. Vous êtes président du Comité pontifical pour les sciences historiques. À vos côtés, Madame Constance Colonna-Cesari, vous êtes journaliste, réalisatrice et spécialiste des relations diplomatiques du Vatican. Monsieur Jean-Dominique Durand, professeur émérite d'histoire religieuse contemporaine à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes membre correspondant du Comité pontifical pour les sciences historiques, vice-président de l'Académie catholique de France. Chacun de vous va avoir la parole pour une dizaine de minutes avant que nous échangions pour approfondir. Avec également monsieur le député Michel Fanget, que je salue. Vous avez été chargé par le Premier ministre d'une mission sur les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Et vous êtes donc l'auteur du rapport récent sur la diplomatie vaticane. Et vous prendrez part non seulement à notre échange, mais vous aurez le mot de la fin un peu avant 17h. Sans plus tarder, révérend Père Bernard Ardurat, je vous laisse la parole pour donc une dizaine de minutes. Et avec vous, nous allons nous intéresser à cette période de 17 ans qui va de la rupture en 1904 à la reprise des relations diplomatiques en 1921. Merci. Lors de la discussion de la loi de séparation, deux tendances se manifestent. Elles sont illustrées par deux hommes politiques. Le premier est Émile Combes, Premier ministre. Il a voulu, selon son expression, assurer la suprématie de la société laïque sur l'obéissance monastique. Fin de citation. L'autre est Aristide Briand, le rapporteur du projet de loi de séparation. On pourrait lui ajouter aussi Jean Jaurès. Il précise, avec le vote de ce projet, vous conduirez l'État à une évaluation plus juste de son rôle et vous accorderez à l'Église ce qu'elle n'a que le droit d'exiger, c'est-à-dire la pleine liberté de s'organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et avec ses propres moyens. Après le refus par Pie X des associations cultuelles, les gouvernements qui vont se succéder devront trouver une formule pour que l'Église catholique bénéficie d'un statut juridique reconnu, puisque l'État ne reconnaît plus aucun culte. Après la rupture des relations diplomatiques, se pose aussi aux gouvernements successifs la question de contacts au moins officieux, ce qui explique diverses initiatives françaises. Un temps de rapprochement. La Première Guerre mondiale éclate le 28 juillet 1914. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 20 août, le pape Pie X meurt. Dès lors, Charles Loiseau, journaliste et publiciste, est choisi comme représentant officieux de la France auprès de la secrétaire d'État. Il est notamment chargé de se consacrer à la présidence de la Congrégation générale des pieux établissements. Dès le début de son pontificat, Benoît XV dit à Monseigneur Baudrillard, déjà cité aujourd'hui, « Nous sommes prêts à traiter avec les gens actuellement au pouvoir. » En 1916, Aristide Briand, devenu président du Conseil des ministres, accompagné de Louis Méjean, directeur des cultes, est reçu en audience par le cardinal Gasparri. En juin 17,
Fernand Laudet, ancien premier secrétaire de l'ambassade de France près le Saint-Siège, lance une pétition dans les milieux intellectuels et politiques pour demander la reprise des relations diplomatiques. L'ambassadeur de France auprès du roi d'Italie, Camille Barrère, lui, n'hésite pas à esquisser le bilan de sa diplomatie officieuse auprès de la congrégation de la propagande, de la propagation de la foi, au sujet du protectorat français des chrétiens d'Orient. Car ne l'oublions pas, nous pensons à la France métropolitaine, mais la France a un empire à ce moment-là. Il écrit « Du moment que le gouvernement de la République n'a pas renoncé à son protectorat traditionnel par la suite de sa rupture avec le Saint-Siège, il est logique et inévitable que ses agents à Rome usent de leur influence et de leur rapport personnel pour faire comprendre à la propagande qu'on est loyalement résolu à maintenir aux chrétiens d'Orient notre protection et à s'assurer de son puissant appui auprès des missions. » Les antagonismes des années 1901-1905 semblent s'estomper, à tel point qu'en 1918, le 20 décembre, l'ambassadeur Camille Carrère, qui est un ancien communard, se prononce en faveur de la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. À Monseigneur Grant, on a cité déjà cette expression, à Monseigneur Grant, qu'il a nommé évêque du Mans, Benoît XV dit en mars 1919 « Si de France on me tend seulement le doigt, je donnerai la main et même le bras. » En avril 19, le gouvernement prend l'initiative de remplacer les évêques allemands de Metz et Strasbourg par des évêques français, puisque le concordat est toujours en vigueur en Alsace-Moselle. Et Benoît XV entérine le choix fait par le gouvernement. On voit donc qu'il y a ici donc une tendance à favoriser l'entente, ou du moins à ne pas raviver les passions du passé. Vers la reprise des relations diplomatiques, une nouvelle étape est inaugurée en 1920. En janvier, lorsque Paul Deschanel est élu président de la République, Benoît XV envoie un télégramme et manifeste son espoir, je cite, « que la paix religieuse soit rétablie ». Le 9 mars suivant, le modéré Alexandre Millerand, il est tellement modéré qu'en 1904, il a été exclu du Parti socialiste, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, soumet une demande de crédit à la Chambre des députés pour le rétablissement de l'ambassade de France près le Saint-Siège. Il nomme Jean Doucet, chargé d'affaires, avec pour mission de négocier avec le cardinal Gasparri les conditions du rétablissement. Le 16 mai 20, à l'occasion de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc, Benoît XV déclare qu'il regrette de ne pas être français de naissance, mais qu'il l'est de cœur. La France est alors représentée à la canonisation par Gabriel Hanotaux de l'Académie française, auteur d'un livre consacré à la Nouvelle Sainte. Hanotaux est reçu en audience par Benoît XV, qui aborde la question de la reprise des relations diplomatiques. Le 30 novembre suivant, la Chambre des députés approuve les crédits pour la réouverture de l'ambassade avec 391 voix contre 179. Le 17 mai 20, Charles Jonard est nommé ambassadeur près le Saint-Siège et le 16 décembre suivant, les relations diplomatiques sont ratifiées. Alors, les avantages sont partagés. La France tire certains avantages. D'abord, elle compte sur le fait que dans toutes les questions internationales, le Saint-Siège tiendra compte de l'opinion du gouvernement français. Et alors, ces domaines de négociation sont nombreux.
le maintien de la paix, le respect des traités, la recomposition de l'Europe centrale et orientale avec le souci de soutenir la Pologne, l'avenir de la Rhénanie, le sort des capitulations après la disparition de l'Empire ottoman, le maintien du protectorat des chrétiens d'Orient et d'Extrême-Orient, la question du choix traditionnellement réservé à la France depuis 1638 de l'évêque latin de Bagdad, la préservation, la promotion des missions françaises en Extrême-Orient, en Afrique. Ne l'oublions pas, l'Allemagne a perdu ses colonies. Elle a perdu notamment le Tanganyika, le Cameroun, le Togo. Les missionnaires allemands doivent partir. Ils seront remplacés, ici par des Anglais, ici par des Français. D'ailleurs, les spiritains vont faire même ce tour de force de rentrer au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. Le maintien à Paris, le gouvernement y tient. Le maintien à Paris et à Lyon de l'œuvre pontificale pour la propagation de la foi et l'œuvre pontificale de la Sainte Enfance, tandis que le Saint-Siège proposait de transférer leurs ressources à Rome. Le Saint-Siège, lui aussi, est conscient des enjeux. Après la fin de l'Empire austro-hongrois, la France reste le seul grand pays dont la population est en majorité catholique. Pour le cardinal Gaspari, le Saint-Siège entend revendiquer un certain nombre de choses. Le maintien du concordat en Alsace-Moselle, la personnalité juridique de l'Église de France, la possibilité de posséder les biens nécessaires à sa mission, la liberté d'enseignement, une loi sur les associations qui permettent à diverses entités d'exercer des activités telles que par exemple les œuvres caritatives, un protocole pour les visites présidentielles en Italie qui respecte la souveraineté du Saint-Siège. Pour répondre à la nécessité de donner à l'Église une personnalité juridique, Briand et Berthelot, sans modifier la loi de séparation, doivent proposer un cadre original, puisque Pie X avait refusé les associations cultuelles qui ne respectaient pas la structure hiérarchique de l'Église catholique. Donc, pour trouver à tout prix une solution, le gouvernement français renonce alors aux associations cultuelles pour l'Église catholique. Un projet d'association diocésaine est alors élaboré à Rome par l'ambassadeur Jonard, à Paris par Louis Canet et par Léon Noël, qui est chef adjoint du cabinet du ministre de l'Intérieur. Et le projet devait permettre à ces associations de jouir de la personnalité juridique, de respecter la constitution hiérarchique de l'Église catholique et de pouvoir endosser la propriété de tous les biens de l'Église diocésaine. Benoît XV meurt le 22 janvier 22. Lui succède le cardinal Ratti, qui prend le nom de Pie XI, qui prend le temps de s'enquérir de la situation française. Dans sa version finale, le projet donne une définition satisfaisante, une garantie du rôle et des pouvoirs de l'évêque diocésain. Et donc, Pie XI informe l'ambassadeur Jonard qu'il approuve le projet d'association diocésaine, qui a été déclaré conforme aux lois françaises. Il publie alors l'encyclique Maximam Gravissimamque le 18 janvier 24. Elle approuve les associations diocésaines qui font rentrer le statut de l'Église de France dans le cadre de la loi. Selon la formule d'Émile Poulain, on est passé de la rupture du pacte en 1905 à un accord sans pacte en 1924. Grâce aux bonnes relations entre l'ambassadeur et ses interlocuteurs, Pie XI et le cardinal Gaspari, plusieurs problèmes sont au moins en voie d'être résolus. C'est ainsi donc qu'on définit la façon dont le gouvernement français sera informé des nominations des évêques résidentiels. Les missions qui sont confiées aux missionnaires français en Orient, en Extrême-Orient, en Afrique, ou les
pétitions internationales sont vives, surtout avec l'Angleterre, serait l'objet d'une attention particulière de la congrégation de la propagande. Les Français en Allemagne occupée seraient confiés aux soins pastoraux d'un évêque français, Monseigneur Raymond, nommé inspecteur des troupes rhénanes, avec juridiction sur les militaires, les fonctionnaires civils, les écoles françaises en Allemagne. Et au Maroc, déjà en 1923, le Saint-Siège a institué un vicariat apostolique confié à un franciscain de nationalité française pour des régions sous protectorat français. Enfin, une information réciproque pour le règlement des questions du Levant, où les statuts politiques des populations se confondent avec leurs statuts religieux. L'ambassadeur Jonard est parvenu, à force de patience, de persévérance, à obtenir une véritable pacification religieuse. Il a en outre infligé un démenti à ses adversaires de l'action française, qui, lors de son élection à l'Académie française contre Charles Maurras, en 1923, avait prétendu qu'il n'était capable que d'écrire des lettres de démission. Tout aurait pu basculer à nouveau en 1924, lorsque les élections du 11 mai portent au pouvoir le cartel des gauches. Édouard Herriot, dans sa déclaration ministérielle, annonce la suppression de l'ambassade de France près le Saint-Siège, l'expulsion des congréganistes non reconnus rentrés en France et l'application de la loi de séparation à l'Alsace-Moselle. Sous l'impulsion du général de Castelnau, la Fédération nationale catholique organise des rassemblements de masse dans toutes les grandes villes, soutenus par l'Assemblée des cardinaux et archevêques. Le ministère Herriot est renversé en avril 25, mais à cause de sa politique financière. Le ministère Painlevé lui succède et, dans sa déclaration, Painlevé annonce qu'il maintiendra l'ambassade près le Saint-Siège et que l'assimilation législative des provinces recouvrées sera poursuivie, je cite, « entourée de tous les conseils qualifiés dans le respect des droits acquis, dans un souci d'entente générale et d'unité nationale ». Ainsi, les relations diplomatiques, reprises 17 ans après la rupture de 1904, montrent combien il est utile et même nécessaire de prendre en compte les grandes traditions religieuses, notamment en France l'Église catholique. Les tentatives de relégation des religions dans l'exclusive sphère privée nient cette réalité. En ce sens, notre regretté cardinal Jean-Louis Torrent s'est exprimé lorsqu'il disait dans l'Église Saint-Louis des Français « Vous pouvez séparer l'Église de l'État, mais pas l'Église de l'âme du peuple. » Je vous remercie. Merci Père Ardura. Vous évoquiez Alexandre Millerand, ce qui me fait écho à une phrase que le Premier ministre, une expression que le Premier ministre évoquait tout à l'heure quand il parlait, il empruntait cette expression à Alexandre Millerand, instaurer des relations de puissance à puissance, ce qui appellera évidemment des questions. Est-ce qu'il va peut-être être maintenant évoqué par l'intervention de Constance Colonna-Césari, à qui je cède la parole? La politique, ce sont des intérêts, des convergences, des divergences, mais aussi des personnes qui la font. Vous allez maintenant nous parler, enfin un saut dans le temps, des lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale pour parler notamment, mais pas uniquement, de la relation entre Pie XII et le général de Gaulle. Une relation qui est compliquée, qui est conflictuelle, qui s'impose dans un moment de l'histoire très particulier puisque le gouvernement provisoire de la France vient de s'autoproclamer finalement pouvoir de droit à la place de celui de Vichy. Donc on est dans un cadre qui n'est pas encore celui de relations officielles, mais d'ébauche de relations et qui vont déboucher sur des relations diplomatiques dans une de 44 à 45, puis que je vais ensuite décliner jusqu'en 48 parce qu'après on change vraiment de thème. Donc Pie XII
Et le général de Gaulle, c'est évidemment un casting assez fort, c'est une image, c'est une audience qu'on aimerait tous avoir vue dans une vie, en tous les cas, de journaliste. Ces deux grands personnages, le poids de l'histoire, leur sens des responsabilités, qui se rencontrent donc, le 6 juin 1944 dans ce cadre, et dans un climat qui est d'emblée conflictuel, puisque le général de Gaulle vient demander au pape le rappel du nonce Valerio Valeri, qui a servi, qui a représenté le Saint-Siège à Vichy. Or, évidemment, le général de Gaulle, qui ne veut pas de continuité entre Vichy et ce nouveau gouvernement, ne veut pas de cet homme à Paris. Donc, ça commence très mal. Il demande aussi, il est venu essayer d'obtenir cette reconnaissance extérieure, donc cette reconnaissance du Saint-Siège qui lui manque, pour rétablir la force de son gouvernement et sa légitimité à l'extérieur, hors de la France. Et finalement, le pape Pie XII, qui est évidemment un diplomate, un fin juriste, qui sait qu'il pourrait récuser ce caprice, peut-être gallican, du général de Gaulle, d'oser réclamer et d'oser faire finalement demander une ingérence dans le gouvernement de l'Église, finira par lui accorder cette faveur, rappeler donc un homme qui était en réalité déjà parti et nommer à sa place quelqu'un qui va arriver à Paris en fin décembre 1944, qui est, le Premier ministre Jean Castex en a parlé, le nonce Monseigneur Angelo Roncalli, futur Jean XXIII évidemment, mais qui est alors un illustre inconnu. Il faut savoir qu'il n'a pas le CV de son Excellence Monseigneur Celestino Miglior, qu'on l'appelle alors le paysan du Danube, ce qui n'est pas très flatteur, puisque ses faits d'armes, si j'ose dire, pour parler d'un nonce, c'est qu'il a servi, donc il était délégué apostolique en Turquie et en Bulgarie. Donc c'est un illustre inconnu. Est-ce que c'est une mesure vexatoire de Pie XII à l'adresse du rang de cette nonciature de Paris qui est plus normalement emblématique? Sans doute, c'est mon hypothèse en tous les cas, et celle de certaines personnes qu'il a voulu manifester finalement un mouvement d'humeur en lui envoyant cet homme, qui va se révéler un extraordinaire diplomate à cette occasion. Et parallèlement, et inversement, je dirais, le général de Gaulle, lui, désigne un homme dont le rayonnement intellectuel est très grand, puisqu'il s'agit du philosophe thomiste Jacques Maritain, qu'il est allé rencontrer aux États-Unis en juillet, qu'il a voulu, donc à qui il veut coûte que coûte confier cette ambassade du Palais Taverna à l'époque, voilà, pour guider donc, et initier des relations entre la France et le Saint-Siège. Maritain va finir par accepter, l'agrément du Vatican va finir par arriver, donc ça fait que si le nonce est arrivé à Paris en décembre 1944, fin décembre 1944, lui, Maritain, Jacques Maritain, avec sa femme et la sœur de celle-ci, dans ce trio étrange qu'il forme au Palais Taverna, il n'arrive qu'en mai 1945. Et ils vont tous deux, donc le nonce à Paris et l'ambassadeur à Rome, essayer d'animer une diplomatie, puisque là on est dans des relations qui courent, qui s'initient normalement, mais qui sont très complexes et qui sont compliquées, empoisonnées par l'autre demande qui est celle de Gaulle, mais derrière lui, de tous les hommes du MRP, Bidault en premier, c'est le thème de l'épuration épiscopale. Donc c'est un thème évidemment qui fâche, et on le comprend, le Saint-Siège, puisque à Alger en 1943, ces catholiques, sociaux, démocrates, et qui parlaient d'épuration drastique, puis à Paris parlent de révolution par la loi, obtiennent au départ, font une liste qui inclut 4 cardinaux, dont le cardinal Suard, archevêque de Paris, coupable d'avoir célébré cette messe, cet enterrement à la mémoire de Philippe Henriot, dont le cardinal Gerlier de Lyon, qui a prononcé cette phrase qu'on lui reprochera toujours,
De Gaulle, c'est la France, c'est Vichy, et Vichy, c'est Pétain, et Pétain, c'est la France, et qui, en réalité, cachent aussi, sont assez injustes, parce qu'il y avait des actes qui n'ont pas été mis sur le devant de la scène, mais en tous les cas, voilà, on leur a reproché longtemps ces faits, au détriment d'actions plus souterraines, et notamment en faveur des Juifs, ce qu'on saura plus tard. Mais il y avait également une liste de 24 évêques diocésains. Cette liste circule entre Paris et Rome, évidemment mal appréciée au Vatican, au Saint-Siège, et finalement, grâce à l'action de Monseigneur Roncalli à Paris, est ramenée à une liste de 7 évêques à la fin, dont un qui s'était déjà destitué de lui-même, l'archevêque d'Aix-en-Provence, 3 vicaires apostoliques à Rabat, à Dakar et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis 2 évêques qui étaient interdits de séjour dans leur ville, à Tende notamment, et puis l'évêque auxiliaire de Paris. Donc finalement, de quelque chose qui est parti d'une volonté voilà, radicale d'épurer, de faire des symboles, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus modeste. Et puis, entre-temps, Paris avait compris que demander la tête de cardinaux, c'était pas non plus, il fallait y renoncer, puisqu'en tant que prince de sang de l'Église, il serait protégé, et que ça, on ne l'obtiendrait jamais du Saint-Siège, et que plutôt que de continuer à demander que soient jugés et retirés ces hommes qui, pour le nouveau régime, avaient démérité et n'avaient pas eu un comportement adéquat pendant la période de l'occupation, parce qu'ils avaient évidemment obéi à Vichy et propagé les thèses de la propagande allemande, eh bien, on considère qu'il vaut mieux concentrer son attention sur les nominations futures. Donc c'est ce qui va être fait, avec là encore des problèmes entre Paris et Rome, parce que Bidault convoque Monseigneur Roncalli, donc là aussi ça fait écho à l'actualité, c'est pour lui dire que les choix des nouveaux évêques sont issus de rangs trop proches encore de l'action française. Maritain se plaindra souvent aussi à Paris que, à la secrétaire d'État, dit-il, Tardini, qui est alors le secrétaire de la seconde section pour les relations avec les États, alors que Monseigneur Montigny, le futur Paul VI, est substitut, Maritain dira que Tardini ne nous aime guère, tandis qu'il s'approche et se lie finalement d'une grande amitié avec le futur Paul VI, qui pleurera d'ailleurs le jour de la mort de Jacques Maritain en 73, et ce sera le titre et la photo de la croix. Mais en attendant, il y a des reproches, on est encore dans ce climat empoisonné quand même, on surveille les futures nominations, Paris essaie d'user le plus possible de son droit de regard, et le Saint-Siège, inversement, essaie de réduire cette avance, ce droit. Et on arrive aussi à d'autres thèmes majeurs, une fois ces questions d'hommes réglées, et aussi l'accession au cardinalat de personnalités ecclésiastiques françaises, où là encore Paris veut placer les siens en regardant les critères qu'ont été les comportements de ces hommes pendant l'occupation. Eh bien, on arrive à un autre volet qui est celui de la politique religieuse de Vichy, du gouvernement provisoire, avec le retour à la laïcité républicaine, qui pose déjà et toujours et encore un peu les mêmes problèmes. Comment est-ce qu'on peut effacer les lois, en tous les cas les mesures et les lois prises par Vichy en 1942 notamment, qui avaient supprimé le décret des congrégations illicites? Comment également doit-on ou non retirer aux écoles libres leurs subventions? Ce sont des dossiers qui, encore une fois, empoisonnent le climat et qui vont finalement, encore une fois, grâce à l'habilité, à mon avis, aussi de Monseigneur Roncalli à Paris, à la Nonciature, être calmés, évités, et finalement, le gouvernement français va se laisser convaincre
qu'il vaut mieux un retour au rassemblement, à l'unité, plutôt que risquer de réveiller une guerre religieuse et les fureurs politiques que la France a connues. Donc on arrive à pacifier finalement des relations qui avaient très mal commencé et qui vont se normaliser peu après, en aboutissant à d'autres thèmes, des thèmes émergents, à partir de l'arrivée cette fois de Vladimir d'Ormesson, son retour au palais Taverna, où là, divergence, convergence parfois, mais des nouveaux thèmes qui ne sont plus liés évidemment à l'occupation, la décolonisation, la mission de France, pour les thèmes de divergence, et puis au contraire de convergence, c'est l'idée, bien sûr, que la France doit retrouver son rang, la fille aînée de l'Église, et promouvoir un rôle pour la paix à construire, et notamment asseoir et finalement accompagner l'idée de la construction européenne autour des grandes nations catholiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci, et cette diplomatie qui s'incarne, on vient de l'entendre, elle s'incarne aussi, Jean-Dominique Durand, pour le grand public, de manière visible, au moment des visites officielles, comme celle que nous vivons aujourd'hui, et vous avez fait le choix de nous parler précisément des visites présidentielles. Exactement, que j'ai intitulé « Une relation diplomatique singulière » de 1957 à 2018. Je me suis excusé tout à l'heure auprès de Monsieur le Premier ministre. Je ne traiterai pas des premiers ministres. Il m'a dit « ce sera pour la prochaine fois ». Les visites du président de la République au Vatican auprès du pape, auxquelles il faudrait ajouter les rencontres à l'occasion des déplacements pontificaux en France, relèvent d'une relation diplomatique singulière dès lors qu'il s'agit précisément de rencontres personnelles entre le chef d'un État qui se veut laïque et le pape, chef de l'Église catholique. Cette singularité est due à trois aspects qui les distinguent des visites que le chef de l'État français peut effectuer à travers le monde. Le premier tient d'abord au caractère récent de ces visites dans la longue histoire diplomatique de la France, même dans ses relations avec le Saint-Siège. Si celles-ci sont anciennes, si nous savons que cette ambassade est la plus ancienne ambassade établie d'une manière permanente auprès du Saint-Siège, on n'observe pas de relation directe entre 1495 et 1957, entre les déplacements à Rome du roi Charles VIII et du président René Coty. Mais depuis le 13 mai 1957, la visite du président français est devenue une évidence. Elle est devenue une sorte de rituel, tout en ayant des statuts différents, visite privée ou visite d'État. Deux visites du général de Gaulle, 1959 et 1967, en 10 ans de présidence, deux visites de Valéry Giscard d'Estaing, 1975 et 1978, à peine après l'arrivée au pontificat de Jean-Paul II, une seule pour François Mitterrand, 1982, ainsi que pour Jacques Chirac, 1996, tous les deux au début de leur premier mandat. Nicolas Sarkozy se rend à Rome 2 fois, 2007-2010. On pourrait ajouter une troisième fois, mais un peu particulière dans le cadre de l'anniversaire des traités de Rome. François Hollande 2 fois aussi, 2014-2016, et Emmanuel Macron une fois le 26 juin 2018. Si l'on tient compte du fait que Georges Pompidou n'a pas cru devoir se soumettre à ce rituel dans le contexte des années post-1968, on relève que ces visites paraissent régulières tout en restant exceptionnelles et relativement rares quand même. Toute visite du président de la République française est un événement qui suscite un intérêt médiatique exceptionnel. Il serait intéressant d'établir une comparaison avec d'autres chefs d'État, mais le temps imparti pour cet exposé, comme d'ailleurs pour sa préparation, ne me permettent pas d'aller plus loin. Pourtant, quelques sondages que j'ai pu faire, mais d'une manière très rapide et superficielle, tendent à m'indiquer que la France occupe une place notable dans sa régularité.
Il convient, je l'ai dit, de ne pas oublier les rencontres entre le pape et le chef de l'État lorsque le pape vient en France. La singularité tient aussi au poids, c'est mon deuxième point, tient aussi au poids de la question religieuse française dans les échanges avec le pape, qu'il s'agisse de mettre en avant la place du catholicisme dans la société française ou la laïcité à la française, et le Premier ministre, comme d'ailleurs le secrétaire d'État, l'ont bien rappelé tout à l'heure. Charles de Gaulle, lui-même catholique pratiquant, proche de Jacques Maritain, fut très attentif à la mise en valeur d'un catholicisme créatif, porté par de grands théologiens et philosophes, qui avaient été parfois malmenés par Rome dans les années 1950. C'était le temps où cette ambassade entendait représenter non seulement l'État, mais aussi l'Église de France dans, je cite, son aile marchante, comme le disait Vladimir d'Ormesson, le successeur de Jacques Maritain qui a ouvert cette ambassade ici. Le président de Gaulle s'est beaucoup intéressé au concile et a voulu le suivre au point d'envoyer comme ambassadeur l'un de ses plus proches collaborateurs, un homme de confiance, René Brouillet, qui resta à Rome de 1964 à 1974. La République est laïque, la France est chrétienne, disait-il, et il entendait défendre les intérêts spirituels de la France, et notamment l'apport que la théologie et la philosophie française pouvaient apporter à l'Église universelle. Lors de son voyage de 1959, il a pris possession de sa stalle de chanoine d'honneur à la basilique Saint-Jean du Latran. Cette cérémonie, d'ailleurs, crée un vrai clivage entre la droite et la gauche française. Après René Coty, Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, mais seulement lors de sa deuxième visite en 1978, la première s'est passée d'une manière un peu tendue, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron l'ont inscrite dans leur programme, tandis que les socialistes François Mitterrand et François Hollande s'y sont refusés. Une autre ligne de fracture est l'exaltation de la chrétienté par rapport à l'affirmation de la laïcité. On peut distinguer de Gaulle qui se présenta devant le Saint-Père avec une vraie déférence, comme un catholique qui est président de la République, mais en prenant soin à la Maritain de distinguer les plans. Ce ne fut pas le cas de Jacques Chirac, qui a voulu rappeler à Jean-Paul II la fidélité, je le cite, de la France fille aînée de l'Église, selon son expression, à son héritage chrétien. Cela ne l'empêcha pas de prendre par la suite une position opposée lors de la discussion de la Constitution européenne, ou de Nicolas Sarkozy, dont le discours au Latran en 2007 souligna les liens entre la nation et la religion catholique, suscitant de très nombreux débats en France. Mais dans l'ensemble, dans un contexte de sécularisation grandissante de la société française, de baisse des vocations religieuses et de la pratique dominicale, peut-être aussi parce que l'idée d'un vote catholique tendrait à s'amenuiser, les présidents soulignent les caractères de la laïcité. Celle-ci, fondée sur la séparation du religieux et du politique, garantit la liberté pour l'État d'adopter des lois qui ne soient pas forcément conformes à l'enseignement de l'Église. La visite de Giscard d'Estaing à Paul VI le 1er décembre 1975, alors que la loi autorisant l'avortement avait été votée en début d'année, fut très difficile. Depuis, d'autres lois dites sociétales concernant le mariage, la procréation, la bioéthique ont pu crisper les relations ou rendre plus délicates les visites présidentielles. Pourtant, l'attention du fait catholique reste importante, comme en témoigne la visite du président Hollande au pape François le 17 août 2016, 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel, alors qu'il célébrait l'Eucharistie dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et cette visite a été vraiment une visite importante, également même pour François Hollande, pour l'émotion qu'elle portait. Enfin,
je dirais en troisième point que les visites présidentielles se situent aussi dans un contexte international. Je ne suis pas sûr que les présidents connaissent la formule du cardinal Rampolla, secrétaire d'État de Léon XIII, qui faisait du pape la plus haute autorité morale du monde. Mais ils savent bien le rôle mondial joué par le Saint-Siège, le poids de certaines grandes encycliques de Pacem in Terris à Laudato Si, l'importance, au-delà même du milieu des confessions chrétiennes et plus encore du catholicisme, également l'importance de certains gestes accomplis par des papes dont la portée politique et symbolique a marqué les esprits, comme Paul VI à l'Assemblée générale des Nations unies en 1964, Jean-Paul II au mur occidental du Temple à Jérusalem en 2000 ou François sur l'île de Lampedusa en 2013. Ils ont conscience de la qualité, de l'importance des informations qui parviennent au Vatican par le biais du réseau diplomatique du Saint-Siège et peut-être aussi, surtout, des prêtres et des congrégations religieuses présentes d'une manière capillaire à travers le monde. Les problèmes du monde sont donc abordés d'une manière globale, dans un esprit où le multilatéralisme est présent. La défense et la promotion de la paix, le dialogue entre les religions, le développement, la justice sociale internationale, la dette des pays pauvres, les droits humains, la construction européenne, le rôle des organisations internationales. Récemment, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et plus généralement contre les maladies comme le sida, l'importance de la question migratoire, de l'écologie. D'une manière plus spécifique, l'action de la France et du Saint-Siège et ses relais convergent dans certains pays pour empêcher des conflits de se généraliser. Pensons à l'action commune en République centrafricaine ou sur des dossiers douloureux comme ceux des otages aux mains de groupes armés, pense à la Colombie par exemple, et la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Sur tous ces sujets, le dialogue est le plus souvent fécond et les positions se soutiennent mutuellement. Il est possible d'avancer plusieurs exemples concrets. L'engagement en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort en est un, rappelé tout récemment à la fois par le président Macron et par le pape François. Plus délicate certainement est la question migratoire, mais la France, tout en maintenant une ligne de fermeté à l'encontre de l'arrivée massive de migrants sans papier, a adopté le programme des couloirs humanitaires promu par la communauté de Sant'Egidio avec un engagement pris et signé au plus haut niveau de l'État, à l'Élysée même. Bien sûr, des divergences peuvent être relevées, notamment par exemple au sujet de l'Europe. L'opposition de la France à la mention des racines chrétiennes de l'Europe dans sa constitution a été douloureuse pour Jean-Paul II. Les papes ont considéré aussi la politique gaullienne à l'égard de l'unité européenne comme trop peu ferme, regrettant que la France rejette la voie du fédéralisme. Mais globalement, la France et le Saint-Siège, cela a été magnifiquement rappelé tout à l'heure, sont des partenaires et des partenaires confiants, je crois qu'on peut le dire, sur de nombreux sujets. Alors en conclusion, je voudrais émettre une hypothèse à vérifier, que l'on est passé d'une relation trilatérale, France, Église de France, Saint-Siège, comme l'a pensé les ambassadeurs de Jacques Maritain à René Brouillet, à une relation peut-être plus normalisée, bilatérale, où l'on est certes attentif de part et d'autre à la place du catholicisme dans la société française, mais où les enjeux mondiaux occupent une place majeure. L'enjeu de la visite présidentielle ne serait-il pas désormais de ne pas laisser la question religieuse interne perturber tant de visions partagées du monde? Je vous remercie. Merci monsieur, vous ouvrez parfaitement cette conversation parce qu'à partir de ce tableau historique que vous venez tous les trois de brosser, je vous propose d'essayer de tirer quelques enseignements pour aujourd'hui. Vous disiez, Jean-Dominique Durand, vous parliez de cette hypothèse à vérifier, qu'on serait entré dans une relation normalisée, bilatérale.
Je peux peut-être vous poser la question, révérend Père Ardura, une relation entre la France et le Saint-Siège peut-elle vraiment être normalisée, bilatérale, comme toute autre relation diplomatique? Oui, elle peut l'être, et même peut-être davantage. C'est une relation entre un État et puis une entité qui est l'Église catholique, qui a une dimension universelle. Alors autrefois, la France avait un empire, aujourd'hui elle ne l'a pas. Mais la France a également une influence culturelle qu'il ne faut pas sous-estimer, en particulier à travers la francophonie. Et là se joue, en particulier en Afrique, mais pas seulement, là se jouent certainement des éléments qui voient les aspects culturels et religieux se retrouver. Je pense en particulier à l'Afrique, je pense en particulier au rôle que jouent les missionnaires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient laïcs, et qui portent un peu de la France avec eux, dans le pays dans lequel ils se trouvent. Je crois alors que ces relations entre la France et le Saint-Siège sont des relations qui vont au-delà même de la France. Je pense que nous, Français, nous pensons, je le répète, trop uniquement à la métropole. Mais la France, c'est autre chose. Et il me semble que l'influence de l'Église catholique d'origine française dans le monde est un élément très, très important. Je répète, c'est surtout dans les pays d'Afrique. Ne l'oublions pas, dans les pays d'Afrique, et pas seulement, où sévissent de nombreuses sectes qui sont d'origine anglophone au moins, même si elles viennent beaucoup des États-Unis ou sont financées par l'industrie des États-Unis. Il y a là à la fois une influence culturelle et religieuse de leur part. La France se trouve aussi mêlée, et l'Église de France se trouve mêlée dans ces rapports qui dépassent de loin notre métropole. Alors, je pense que ces relations entre le Saint-Siège et la France sont des relations qui dépassent les limites mêmes de notre pays et de notre territoire national. Je voulais vous poser la même question, monsieur le député Michel Fangès, sans anticiper sur l'exposé que vous nous ferez tout à l'heure, le résumé que vous nous ferez tout à l'heure de vos travaux. Je parlais tout à l'heure de cette expression d'Alexandre Millerand, voilà, cette relation de puissance à puissance, puis on entend le Père Ardura nous parler d'influence. Au fond, est-ce que la relation entre le Saint-Siège et la France, ce n'est pas l'alliance de deux soft power qui cherchent chacune à influencer sur la marche du monde? Je crois que la diplomatie du Saint-Siège n'est pas une diplomatie, vous l'avez rappelé, d'État à État. C'est essentiellement une diplomatie d'influence. Et je crois que dans ce domaine, elle est quand même très singulière, car elle ne s'arrête pas à ses seules frontières. Je veux dire que pour ce qui concerne le Vatican, il est bien évident que les frontières sont universelles. Et pour ce qui concerne la France, en dehors de ses préoccupations qui sont celles des intérêts de la France, ces valeurs vont bien au-delà de ses intérêts propres. Et je crois qu'à ce niveau-là, nos diplomaties se rejoignent. Donc, vous avez raison de le dire que c'est un peu des relations qui imprègnent l'ensemble de la planète. De ce point de vue-là, c'est ce que j'ai bien ressenti, je le dirai tout à l'heure, dans la façon dont j'ai vécu cette mission. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce caractère universel qui dépasse complètement les intérêts, pour ce qui concerne le Vatican, bien sûr, économiques et territoriaux. La France qui en a à défendre, bien sûr, mais ça va bien au-delà et c'est dans cela que nos diplomaties se rejoignent.